Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de cette émission. Antoine Chabal sera notre invité. Il est le président des Jeunes Européens, une association qui défend une Europe plus démocratique et à terme fédérale. Ce jour-là, le 14 janvier 1962, le Conseil de la Communauté économique européenne adopte les règlements fondateurs de la PAC, la politique agricole commune. Les superstitions en Europe, avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions chez L'Opportun. On s'intéressera aux superstitions liées au lapin. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Je reçois aujourd'hui Michael Duval, sous-directeur des parcs, paysages et environnement au conseil départemental des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors en 2017, le département des Yvelines crée un dispositif tourné vers l'environnement et l'insertion professionnelle. Ça s'appelle les Brigades Vertes. À quel besoin répond la création de ce dispositif ? Alors, elle répond à deux besoins. Le premier besoin, c'est au niveau du métier, du métier de jardinier, des entreprises, a besoin de métiers en carence sur ce métier de formation. Et l'idée, c'était de se rapprocher au plus près de l'interprofession, de savoir un petit peu ce qui sortait. Et on avait effectivement sur des métiers en tension, comme le métier de jardinier paysagiste. Et donc, ça a été déjà de répondre à ce besoin-là, d'envoyer d'une main-d'œuvre qualifiée sur ces entreprises. Et un deuxième constat, c'est le département est le premier à payer les bénéficiaires du RSA, le revenu minimal. Et on s'est dit, pourquoi pas donner la chance à des gens qui sont issus du chômage de longue durée et de leur donner un métier et de les réinsérer dans ce métier qui a vocation, effectivement, à but de bien-être aussi, à se développer au niveau de leur charisme, mais aussi également de leur trouver dans les métiers du futur, j'allais dire. C'est vrai que les métiers de l'environnement, ce sont les métiers de demain. Et quelles sont les missions, justement, des Brigades Vertes ? Alors les missions sont très larges et variées, ça couvre aussi bien les jardiniers de parcs et jardins, vous voyez les gens qui peuvent tondre, nettoyer les massifs, etc. Mais ça part aussi dans nos forêts, on a 2700 hectares de forêts à entretenir au sein du département. On part sur de la production, sur des métiers de niche aussi qui sont nécessaires, sur de la production horticole et tous ces pépiniéristes, mais également sur du maraîchage et également aujourd'hui sur de l'écologie. On a une branche qui gère des espaces de compensation et donc ces métiers un petit peu plus pointus, mais on aura besoin de ces personnes-là dans les futurs métiers. On a de plus en plus de parcs naturels et donc on cherche des jardiniers avec une notion d'écologie un peu plus poussée. Et vous l'avez évoqué, le dispositif a une double ambition. D'abord celle d'être au service de l'environnement et la deuxième c'est l'insertion professionnelle. Comment se passe le recrutement ? Est-ce que les candidats sont majoritairement inscrits au sein de l'agence Activity ? Alors oui, le travail, c'est un travail partenarial entre Activity et le département. Effectivement, c'est notre agence d'insertion prioritaire, c'est-à-dire qu'on réfère nos besoins à cette agence-là, on travaille en partenariat pour trouver le bon équilibre, et après, effectivement, ça se diffuse auprès des instances, que ce soit Pôle emploi ou des associations qui sont missionnées par Activity, qui font un fléchage de candidats. Et ces fléchages-là, d'une part, c'est juste l'idée d'avoir une fibre pour le paysage, d'avoir envie de travailler en extérieur. On a tous eu une grand-mère ou un jardin avec soi, et donc l'idée c'est juste d'avoir cette fibre-là, de se dire j'ai envie de me lancer, et nous on fait le job après, on s'occupe du recrutement, et puis on regarde un peu pour les mettre dans le bain assez rapidement. Alors justement, est-ce qu'il existe des débouchés, des possibilités de stage ou de formation après le dispositif Les Brigades Vertes ? Alors oui, d'une part, au départ c'est un métier avec une formation. Ils viennent chez nous, au sein du département, pendant une période de 12 mois, sur un contrat de 26 heures, et donc la première entrée c'est le socle de base de la formation, 23 jours, on se met tous au même niveau, on apprend le métier, on apprend les règles de base, etc. Et à l'issue de notre contrat d'ici d'un an, il passe par les mains de professionnels qualifiés, et on peut avoir aussi des sorties positives, et on est à peu près à 50% de sorties positives, des gens qui ont retrouvé un job à l'issue de notre contrat, mais d'autres qui ont envie de continuer leur étude, donc que ce soit sur des jeunes de moins de 26 ans ou des plus de 26 ans, qui vont faire de l'apprentissage, ou au contraire, qui vont faire un contrat de professionnalisation dans des entreprises privées, etc. Donc c'est quand même majoritairement des gens qui ont envie de s'en sortir et qu'on aide. Et le dispositif est cofinancé à plus de 2,5 millions d'euros par le Fonds social européen. Pourquoi l'Europe s'intéresse et soutient les dispositifs comme le vôtre ? Alors ça rentre dans les piliers, dans des grands piliers de l'Europe, effectivement. Il faut se dire que ce projet, c'est un peu un projet de développement durable. On a les trois piliers, on a l'économie, effectivement, on sort des gens qui ont un statut de revenu minimum, on leur redonne un métier. On est sur le point de vue environnemental, vu qu'on travaille évidemment sur l'environnement, et le point de vue social, extrêmement important, puisque ce sont des gens qui sont au chômage. Et donc l'Europe s'intéresse un peu à ces piliers-là, comme elle s'intéresse à l'environnement, mais l'environnement ne peut pas se faire sans l'humain.
Donc l'humain, aujourd'hui, si on lui redonne matière et surtout si on le requalifie et qu'on lui donne un nouveau métier, c'est d'autant plus gagnant-gagnant. Et est-ce que ce soutien financier a eu un rôle dans l'évolution des missions et des équipes au fil des années? En d'autres termes, que vous permet justement ce financement? Alors, c'est vrai que l'Europe, c'est quand même non négligeable en part de financement, hein. On a un service de la mission Europe au sein du département des Yvelines, hein, qui nous a aidés et qui nous aide encore, parce que c'est quand même un cheminement assez compliqué, hein. L'administration française est compliquée, mais l'administration européenne est encore plus compliquée. Et l'idée, effectivement, sur les 2,5 millions de recettes, on va dire, de l'Europe, ça nous permet de dupliquer, hein, et surtout de développer encore plus ces brigades, leur donner encore un peu plus d'appétence pour le métier, leur offrir des systèmes de formation plus développés, etc. Donc effectivement, on est passé de 20 en 2017 à 90, voire 100 personnes en 2021. Donc Mhm. c'est un levier non négligeable aujourd'hui pour continuer les missions que l'on fait au service public. Et il y a justement ce besoin aussi de faire appel à des professionnels pour former justement les brigadiers? Ah oui, alors ça c'est la première des choses, c'est qu'il faut s'intéresser à la profession, à l'interprofession du paysage. Qu'est-ce qui doit sortir demain en qualification? On ne peut pas s'amuser à sortir n'importe quoi et se référer au plus près des besoins. Demain, l'idée c'est pas de les garder au sein du département, c'est de les envoyer vers un poste et qu'ils retrouvent un poste. Donc l'idée, effectivement, on a des professionnels qui nous accompagnent, que ce soit des lycées agricoles, que ce soit Saint-Germain-en-Laye ou effectivement Tecoba qui nous accompagnent sur ces principes-là, ou des professionnels de l'UNEP, hein, des entreprises de paysage, sur lesquelles on sait, quand on envoie des personnes, on arrive à jauger s'ils ont la capacité à aller dans ces entreprises-là et quels sont, nous, encore l'effort qu'on doit faire pour les remettre le pied à l'étrier. Et vous avez pour objectif d'augmenter encore un peu plus le nombre de brigadiers, ou là vous avez atteint un socle finalement suffisant? Alors non, enfin je dirais non parce qu'on a toujours envie d'en aider de plus en plus. Donc et l'idée c'est quand même de continuer à accroître ce besoin. Parce que derrière on sait qu'il y a un débouché, c'est ça, hein. On n'aurait pas de débouché et c'est pour ça que je vous disais, Jessie, qu'on a 50% de rentabilité. Donc ça fait une personne sur deux qui repart avec un job à l'issue du contrat. Et demain effectivement on a pour ambition d'aider les communes, voilà, et d'aider aussi d'autres intercommunalités de façon à leur proposer ce système des brigades pour pouvoir les aider dans leur développement de cadre de vie. On va revenir un petit peu sur l'Europe. Est-ce que l'Europe doit être un pilier dans les différents projets tournés vers l'environnement et l'insertion professionnelle selon vous? Alors oui, ça fait partie, moi je pense, des clauses obligatoires, hein. L'Europe, effectivement, on a la parité homme-femme, on a tous les grands environnements, effectivement, on en parle aujourd'hui beaucoup, mais ça, ce schéma-là qui conduit à la reprofessionnalisation du public, enfin, et des personnes, de pouvoir travailler effectivement dans des conditions vraiment optimales, leur donner les chances de pouvoir s'en sortir, ça fait partie certes des besoins d'un département, mais demain effectivement si on veut avoir un pays qui se construit durablement et avec tous les métiers d'avenir qui se font, l'Europe doit être partie prenante et aujourd'hui on est content et les nouvelles appels à projets qui se feront dans les prochaines années, on a bon espoir que ça continue dans ce sens-là. Et vous êtes encore à la recherche de brigadiers pour rejoindre du coup le dispositif. Quelles sont les compétences? Vous avez dit déjà une appétence pour l'environnement. Ce sont vraiment les seules compétences à avoir? Alors, l'idée, oui, c'est vrai qu'on ne fait pas les premiers recrutements, l'idée c'est d'avoir une fibre, comme je disais, voilà, quelqu'un qui est passionné ou qui a envie, hein, qui a mis les mains dans la terre, hein, parce que c'est des métiers physiques, hein, au départ. Oui. Il faut ces conditions physiques importantes, c'est quand même des conditions météo, là, on arrive en période d'hiver, je vous cache pas que c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est d'abord cette condition, il en a envie d'aller travailler en extérieur. Après, on s'occupe du reste, j'allais dire, on les forme et on les met en confiance. Voilà, ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont été en chômage de longue durée et donc ils ont une difficulté peut-être à reprendre, à venir au travail avec des horaires fixes, voilà, avoir un rythme de travail. Des gens n'ont pas de logement non plus, hein. Il faut se dire que c'est aussi un accompagnement social intense, de façon à ce qu'on puisse les remettre. Mais si on leur donne toutes les chances, avoir un logement, avoir etc., de quoi se nourrir durablement, effectivement, à la fin, on a des gens qui arrivent à se réinsérer très facilement dans le monde professionnel. Est-ce que les brigades vertes agissent sur tout le département, ou est-ce qu'il y a des lieux, des forêts ou des espaces naturels qui sont ciblés? Alors aujourd'hui, on couvre le département des Yvelines, hein, sur le département, effectivement, on couvre le département à travers ses parcs et jardins, à travers ses forêts, à travers ses espaces naturels, effectivement. Donc on n'a pas de localisation propre, même si aujourd'hui on est obligé de sectoriser parce qu'on a que 100 personnes et il en faudrait des milliers si on voulait entretenir tout le département. Mais l'idée, effectivement, on sectorise, mais on se prive pas
d'avoir de nouveaux sites et on essaye d'éclater au maximum les espaces de façon à pouvoir appréhender le milieu du paysage à travers des zones urbaines, périurbaines ou voire rurales. On le dira jamais assez, l'environnement est important et c'est notre avenir. Merci Très bien. beaucoup, Michael Duval, d'avoir été avec nous Merci, sur Jessica. Sensation. Pour plus d'informations sur les Brigades Vertes, on peut se rendre sur le site. Il y a un site d'ailleurs. Oui, il y a un site, au site yveline.fr, et puis il y a une rubrique voilà. Brigade Verte. Zone Europe, ce jour-là. Le 14 janvier 1962, c'est le jour où le Conseil de la Communauté économique européenne adopte les règlements fondateurs de la PAC, la politique agricole commune. Retour avec Europe Direct. La phrase « on passe à table » fait aujourd'hui partie du quotidien des Européens et des Européennes. Cette phrase, qui peut paraître ordinaire, n'était pas la règle jusqu'à il y a 70 ans. En effet, après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est dévastée et le peuple vit sous la contrainte tous les jours à cause des pénuries de nourriture qui se succèdent. La nourriture est rationnée et la plupart du peuple ne mange pas à sa faim. En 1962, la création de la politique agricole commune répond à des besoins d'accroissement de la productivité agricole, de stabilisation des marchés et de sécurité des approvisionnements. Le double objectif également affiché à l'époque se résume ainsi: garantir des revenus satisfaisants aux agriculteurs ainsi que des prix convenables aux consommateurs. Le 14 janvier 1962 marque le début de cette grande politique européenne, qui est encore aujourd'hui l'un des principaux volets de l'UE. La PAC des années 1960 et 1970 remplit parfaitement ses objectifs de productivité et de sécurité des approvisionnements. L'article 39 en définit les principaux objectifs: la garantie de l'indépendance alimentaire, l'augmentation de la productivité, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable des agriculteurs. Deux instruments fondamentaux sont mis en place, les prix garantis et les restitutions aux exportations. Tous les ans, la communauté européenne fixe les prix de manière à inciter les agriculteurs à produire au maximum, dans l'objectif de garantir une production agricole suffisante pour tous les Européens et accessible à tous les consommateurs. Les exploitants ne limitent pas leur production, puisque les excédents sont achetés et vendus sur les marchés extra-européens ou éventuellement détruits. En cette période, les Européens boivent du petit lait jusqu'à ce que certains facteurs obligent à remettre en question cette politique, qui fait toujours l'objet de vives critiques au sein de l'Union. À ce moment-là, la politique agricole commune risque malheureusement de tourner en autre boudin. Cette politique est considérée comme déloyale vu que les prix sont très bas par rapport à d'autres régions du monde et surtout, elle devient de moins en moins respectueuse de l'environnement. L'utilisation de pesticides nocifs augmente, l'élevage intensif devient la norme, tout comme le gaspillage qui est désormais monnaie courante. Toutes ces raisons poussent régulièrement les autorités européennes à revoir leur copie. La renégociation de la PAC est devenue une nécessité depuis que l'Union essaye de mettre en place une politique environnementale exemplaire, tout en cherchant à répondre aux besoins de la population qui continue, malgré les difficultés, à bénéficier d'une autonomie importante et d'une réglementation très développée en termes de sécurité alimentaire. La politique agricole commune est ainsi devenue un enjeu de premier ordre pour garantir l'accès à une nourriture à la fois saine et durable. Par contre, petit appel aux chefs cuistots de tous les coins de l'Europe, il ne faut pas non plus oublier que les consommateurs ont leur part de responsabilité, car nous avons compris qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on met dans l'assiette et pas seulement pour faire plaisir à nos convives. Notre choix lors de l'achat reste un levier d'action important et il faut qu'on se mobilise tous pour inciter au changement de modèle de production et donc devenir consommateurs plutôt que consommateurs. Dans tous les cas, il est bientôt l'heure de manger en Europe, donc réfléchissez bien au menu, dressez la table et bon appétit. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Antoine Chaval. Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes Européens. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association et quels sont ses objectifs? Alors les Jeunes Européens en France, c'est une association de jeunes qui regroupe des jeunes de 16 à 35 ans qui s'engagent pour la démocratie européenne. Et s'engager pour la démocratie européenne, pour nous, c'est d'abord faire de la pédagogie. On a un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes, où on intervient auprès des jeunes partout où ils sont pour leur parler d'Europe et de citoyenneté européenne. C'est aussi faire de l'information avec notre média en ligne, mais aussi avec des éditions locales qui s'appellent Le Taurillon. C'est aussi évidemment avoir un plaidoyer politique, on est fédéraliste. Et puis on s'engage aussi avec les élus locaux, avec le label Ville européenne pour valoriser et puis les encourager à parler de citoyenneté européenne auprès de leurs citoyens. Alors le siège de l'association est à Paris, mais vous avez de nombreuses sections locales en France. Ça augmente régulièrement, il y a une dynamique.
Oui, il y a une vraie dynamique, on le sent aussi à chaque fois qu'il y a des gros événements européens. Donc par exemple en 2022, on s'attend aussi à avoir de nouveaux membres avec la conférence à l'avenir de l'Europe, la présidence française de l'Union européenne, mais aussi les élections nationales françaises. On a plus de 30 sections et groupes d'intérêts locaux un peu partout en France. Voilà. Depuis quelques années, l'euroscepticisme a gagné du terrain. L'Europe a une image lointaine pour nos concitoyens. Comment est-ce que vous essayez de la rapprocher justement des citoyens et des jeunes en particulier? Tous les programmes que j'ai évoqués, le Torillon, l'Europe par les jeunes, la belle ville européenne, mais aussi notre plaidoyer, a pour objectif principal de rapprocher l'Europe des citoyens. Une Europe plus démocratique, c'est ça. Donc, en montrant concrètement ce que fait l'Europe au quotidien et au plus près des territoires pour les citoyens, on arrive à faire prendre conscience parfois aux plus eurosceptiques d'entre nous que l'Europe c'est très concret, que ça agit en leur faveur et qu'il y a plein de choses très positives, même si évidemment on reste aussi critique de ce qu'est aujourd'hui la construction de l'Union européenne et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y a un manque d'éducation sur l'Union européenne dans les écoles, notamment apprend-on suffisamment aux enfants les notions de citoyenneté européenne? Oui, il y a un manque flagrant. Il y a des cours d'éducation civique, on parle du système juridique français, on parle du système institutionnel français et trop peu malheureusement des institutions européennes. Alors, rapprocher l'Europe des citoyens, faire de la pédagogie sur l'Union européenne, c'est pas forcément parler d'institutions, c'est évidemment pas le sujet le plus intéressant et le plus concret pour nos concitoyens. Mais il y a un vrai manque et l'objectif de notre programme L'Europe par les jeunes notamment, c'est d'aller dans les écoles, mais pas seulement, partout où sont les jeunes, pour leur parler de l'Union européenne et aussi pallier ce manque. Est-ce qu'il y a aussi un manque d'information sur l'Union européenne, dans les médias notamment, en termes d'actualité? Lorsqu'il y a une crise, on entend beaucoup parler d'Europe, notamment je pense à la crise grecque, je pense au Brexit et plus récemment avec la crise des migrants en Pologne. Mais lorsque quelque chose fonctionne bien, on en parle moins. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer finalement? C'est vrai, finalement même constat que dans les écoles, on parle trop peu d'Europe. Et quand on en parle souvent trop mal. Donc on milite avec d'autres organisations comme le Mouvement européen France depuis très longtemps pour que dans les médias, tout support compris, on parle davantage d'Europe, mais on en parle bien. Ces derniers temps, avec l'arrivée de la présidence française de l'Union européenne, on entend de plus en plus parler d'Europe dans les médias, ce qui est très positif, notamment sur les grandes chaînes de télévision, mais souvent trop mal encore une fois. On confond souvent Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, Conseil de l'Europe. Mais encore une fois, ce n'est pas la question des institutions qui est la plus intéressante. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de formation des journalistes aux questions européennes. En général. Vous réalisez des interventions pédagogiques dans les écoles, j'y reviens. Justement, comment est-ce que vous faites pour aller plus loin, pour être plus concret avec les jeunes? C'est des méthodes d'éducation populaire, de pédagogie non formelle et informelle qu'on a développées depuis plus de 20 ans. Notre programme L'Europe par les jeunes existe depuis 1999. On a développé beaucoup d'outils. Sur notre site internet L'Europe par les jeunes, il y a plus de 100 outils pédagogiques pour parler d'Europe de plein de manières différentes. L'idée, c'est toujours de partir d'un sujet qui a priori n'est pas forcément européen, un sujet qui intéresse les jeunes, le sport, la culture, pour les plus vieux d'entre eux, parler d'apéro, de fêtes, etc. Et à travers ça, on peut embrayer sur des sujets à dimension plus européenne, parler de citoyenneté européenne et se rendre compte de ce que c'est vraiment l'Union européenne. Alors pour informer sur cette Union européenne, vous avez créé un webzine, le Torillon. Alors comment est-il construit et de quoi traite-t-il? Alors oui, on a mis en place le Torillon en 2005, un petit peu en réaction au résultat du référendum avec un résultat négatif en France. On s'est rendu compte que, encore une fois, il y avait un vrai besoin de parler de sujets européens dans les médias. Donc le Torillon, c'est d'abord un web magazine en ligne où on parle uniquement de sujets européens. Donc c'est des contributeurs bénévoles qui écrivent avec plusieurs articles publiés chaque jour, avec aujourd'hui plus de 200 000 lecteurs par mois sur le site internet. C'est aussi un Torillon qui est disponible en plusieurs langues, c'est 7 langues aujourd'hui. Y compris en allemand, en italien, en roumain, enfin voilà, 7 langues disponibles, avec des articles, encore une fois, qui traitent de sujets qui, a priori, ne prêtent pas à parler de citoyenneté européenne, mais qui, en fait, si, sont très intéressants, comme le sport, la culture, comme je le citais tout à l'heure, et puis des sujets parfois beaucoup plus politiques. On couvre aussi toutes les séances plénières du Parlement européen, ce qui est très rare dans les médias français notamment. Et quel est le public visé? Est-ce que vous avez, je ne sais pas pour vous piéger, mais un nombre de lecteurs, le nombre de lecteurs de Torillon? Le nombre de lecteurs, c'est ça, c'est plus de 200 000 lecteurs par mois. On a aussi des éditions papier qui sont publiées par nos sections locales, qui sont distribuées principalement sur les campus, enfin là où nos membres sont présents. Donc le public, comme toujours pour notre association, le public cible, c'est d'abord les jeunes jusqu'à 35-40 ans, on voit ça de manière très large, mais finalement aussi tous les publics intéressés, c'est pas seulement les jeunes qui lisent le Torillon. Et qui écrit ces articles justement? Ce sont des journalistes, ce sont les jeunes européens?
C'est parfois des journalistes, mais des journalistes membres des Jeunes Européens en France. En fait, ce sont nos bénévoles qui contribuent, qui écrivent. On a un comité de rédaction, on a 2 co-rédacteurs en chef du Taurillon. Enfin voilà, tout ça est très organisé. Finalement, même si c'est un média associatif, c'est un vrai média où on en est très fiers. Et c'est des contributeurs bénévoles qui sont parfois journalistes ou étudiants journalistes, mais bénévoles. Alors les Jeunes Européens font partie d'un mouvement européen plus vaste, les Jeunes Européens France, qui fait partie des Jeunes Européens fédéralistes. Exactement. Alors ils regroupent 35 associations nationales qui partagent une vision commune de l'Europe, donc 35 c'est plus de pays que l'Union Européenne. Vous souhaitez qu'elle devienne fédérale, alors expliquez-nous pour quelles raisons. Parce qu'on croit vraiment que l'avenir de l'Europe, celui que l'on souhaite, qui protège nos valeurs, qui protège les cultures locales, qui protège les langues locales, qui assurera la paix sur le continent européen, enfin toutes ces choses-là, c'est un modèle fédéral de l'Union européenne, c'est ce que les 35 sections nationales que vous évoquez de tout notre réseau européen de la DIEF Europe, comme on l'appelle, c'est ce pourquoi on milite tous ensemble, c'est plus de 30 000 bénévoles à travers toute l'Europe, et on croit vraiment que c'est l'avenir de l'Europe, c'est une Europe fédérale, c'est celle qui répondra à tous nos besoins et qui assurera un fonctionnement comme on le souhaite et comme la plupart des jeunes le souhaitent d'ailleurs. On a vu pour le HEI, le European Youth Event, dans les panels régionaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe organisée par le gouvernement français récemment, cette idée-là d'Europe fédérale ressort et c'est très positif. On y arrivera peut-être enfin. Alors justement, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait au niveau politique, cette Europe fédérale? Ça veut dire qu'on supprime les assemblées nationales dans tous les pays et qu'on on garde que celles ici à Strasbourg ou à Bruxelles? Non, pas du tout. L'Europe fédérale repose sur un principe de subsidiarité qui existe déjà dans l'Union européenne aujourd'hui, mais qui serait davantage poussé, et donc avec une répartition des compétences logique, efficace, qui aurait du sens selon les politiques en question, entre le niveau local, qui doit aussi avoir beaucoup de compétences, le niveau régional, le niveau national et évidemment le niveau européen. Ça n'a évidemment pas de sens de traiter de défense européenne, de protection des frontières extérieures, de changement climatique ailleurs qu'au niveau de l'Union européenne. Ce seraient des compétences qui devraient être renforcées au niveau européen. Et puis si on veut parler un petit peu d'institutions, nous on milite aussi pour un renforcement du pouvoir du Parlement européen qui doit aussi avoir l'initiative législative, mais aussi pour un changement un petit peu du modèle qui existe aujourd'hui avec le Conseil, où les États membres ont encore probablement trop de pouvoir, un système encore beaucoup trop intergouvernemental, et donc on milite aussi pour un Sénat européen qui représenterait davantage justement ce système subsidiaire, avec un pouvoir aussi donné au niveau local et régional. Alors cette dimension politique de l'association, comment elle se concrétise au quotidien? Vous êtes en contact avec des élus, des députés européens notamment, et des élus en France sur ces questions-là? Oui, quotidiennement. Alors d'abord, nos propositions politiques sont construites par nos bénévoles au sein de notre commission politique. On a aujourd'hui, au fil des années, construit un corpus de propositions politiques très important sur toutes les thématiques. C'est aussi le corpus politique de la DIEF Europe auquel on contribue régulièrement. Et à partir de toutes ces propositions-là, nos propositions essentiellement fédéralistes, on les porte auprès des élus locaux, auprès des élus nationaux, des élus européens aussi, mais aussi d'autres organisations de jeunesse, mais pas seulement, qu'on essaye de nourrir aussi un petit peu avec nos propositions. Lorsqu'on voit les réactions, dernière question Antoine Chaval, sur le cas de la Pologne, par exemple, on peut se demander si aller vers le fédéralisme pour lequel vous militez n'entraînerait pas d'autres Brexit. Finalement, vous n'avez pas peur de cela, finalement, si l'Europe fédérale sera peut-être plus réduite? Alors, je pense qu'il y a une chose importante, c'est que dans notre militantisme, quand on parle d'Europe fédérale, on entend l'Europe fédérale comme un objectif à moyen, peut-être voire long terme. C'est une Europe qui doit se construire et qui doit se construire avec le soutien populaire. C'est pour ça que l'information avec le Taurillon, tout ça est évidemment lié, la pédagogie avec l'Europe par les jeunes est si importante parce qu'il faut faire de la pédagogie aussi sur les questions de fédéralisme. Et sans le soutien du peuple, on peut arriver à des situations comme le Brexit par exemple, qui finalement est une espèce d'accumulation de mensonges, de quiproquos, de méconnaissances sur ce qu'est vraiment le projet européen et qui amène à des situations comme ça qui sont malheureuses. Et sur le cas de la Pologne, je pense que ce n'est pas tout à fait la même situation, mais il faut aussi parler d'Union européenne, il faut parler de ce que sont vraiment les valeurs européennes et de ce que apporterait pour le peuple polonais un système fédéral. Et je suis sûr qu'ils en seront convaincus. Merci Antoine Chaval d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des Jeunes Européens France. Zone Europe sur Sensation. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires chez L'Opportun. On s'intéresse cette semaine au lapin. C'est un petit animal qui est à la fois porte-bonheur et porte-poisse. Alors, il ne faut jamais prononcer le mot lapin dès qu'on est marin, surtout pas à bord d'un navire,
Cette superstition remonte à la marine à voile, où les bateaux étaient en bois et où on emportait des provisions fraîches pour tout l'équipage, dont des lapins. Et ces lapins, pendant la traversée qui pouvait être longue, grignotaient les barreaux de leur cage, après ils allaient grignoter les cordages, après ils allaient grignoter les flancs du navire et ça faisait des voies d'eau. Donc ne jamais prononcer le mot lapin. Si on veut vraiment désigner un lapin, on doit dire l'ami aux longues oreilles. Voilà. Donc là il porte malheur, c'est net. Mais dès qu'on va aller à terre, dans le monde des comédiens, ça devient un porte-bonheur. Notamment une patte de lapin. Et une patte de lapin gauche, c'est encore mieux. Beaucoup de comédiens avouent avoir une... Francis Huster, ça me vient comme ça, parce qu'il a reconnu avoir une patte de lapin pour se brosser les cheveux avant d'entrer en scène. C'est amusant de penser qu'on respecte toujours cette tradition qui vient de si loin, en fait. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.